Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Tu fais quoi intitulé This is my story. Et aujourd'hui, je reçois une journaliste, Virginie Saint-Silly. Virginie, comment vas-tu? Ça va, Saint-Silly carrément, un petit peu américain. C'est bien, tu vois, parce que tu m'as repris tout de suite. Et je rebondis parce que l'équipe m'a dit que c'est pas Saint-Silly, c'est Saint-Silly. Oui, Enfin, j'ai fait l'erreur quand même. Tu m'en voudras pas? Pas du tout. Ok. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Eh bien, je m'appelle Virginie Saint-Silly, du coup. J'ai 34 ans, je suis journaliste sportive à l'équipe et Amazon, Prime Video Sport. Voilà, Guadeloupéenne lyonnaise, je sais pas, j'aime... Pourquoi tu précises lyonnaise? Mais parce que c'est mes deux identités. Ok. J'ai vu que c'était parce que tu étais une fervente supporter de l'équipe de Lyon, mais ça on en rediscutera. Mais ceci amène cela. Je suis lyonnaise par rapport à ma mère. Ok. Et guadeloupéenne du côté de mon père. Tu as grandi en Guadeloupe? J'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Ok. En passant la plupart des étés à Lyon. Ok. Et ouais, je suis partie pour mes études. Comment ton enfance s'est passée ici? Oh, tu es enfant unique, tu as des frères, tu as des sœurs. Frères. Ok. Donc mouvementé. De ton caractère un peu trempé. Ouais, on va dire ça. Je pense que ça a joué. Non, enfance tranquille. En tout cas, moi, des souvenirs que j'en ai. Enfance très joyeuse, famille nombreuse, 3 frères. Mon père a 10 frères et sœurs, donc énormément de cousins, cousines. Tous les week-ends, réunion de famille. On va chez les tontons, on va chez mamie, on va chez papy. Non, franchement, enfance très agréable en Guadeloupe. Ouais. Voilà, collège du Rézé, école primaire à Anctil, lycée Bainbridge, voilà. Ça fait quoi de grandir avec 3 frères? Je sais pas, je saurais pas dire. C'est la bagarre tout le temps, en fait. J'étais très garçon manqué. Je le suis toujours, honnêtement. Et je pense que je réalisais pas vraiment que... Non pas que j'étais une fille, j'exagère, mais... Enfin, voilà, il me considérait comme si j'étais un garçon. Quand il y avait des souhaits et qu'il manquait quelqu'un, c'est moi qui allais dans les cages, quoi. Non, mais c'est vrai. Ok. J'allais dans les cages ou à la défense. Jamais à l'attaque, évidemment. Il faut pas trop leur demander, mais... voilà, quoi. C'est entouré de garçons tout le temps, quoi. Tout le temps. Donc, oui, je pense que... On joue des coudes. Je me rappelle de bagarres pour la télécommande. Mais des bagarres qui allaient très loin. Mes frères, ça rigolait pas, franchement. Genre, ils te mettaient dessus, quoi. Ah non, mais oui, on se tapait vraiment. C'était, non, c'était chaud. C'était chaud. Je dis la télécommande, mais ça pouvait être pour jouer à la console. On a eu toutes les consoles, la Nintendo 64, la PlayStation. Ouais, c'est beaucoup de bagarres, mais de l'amour. Beaucoup d'amour. Il y avait de l'amour dans ces bagarres-là. Ok, et c'est par rapport aussi à tes frères que tu as cette passion pour le sport, ou peut-être par rapport à ton père? Ouais, non, pas nécessairement. Alors, le foot, oui, parce que c'est eux qui regardaient le foot, surtout l'Olympique Lyonnais, par rapport à notre maman. Et quand il y avait des gros événements Euro, Coupe du Monde, tous leurs potes venaient à la maison regarder, donc c'était vraiment un événement à la maison, tu vois. Mais le sport, moi, très tôt, j'ai fait du sport, j'ai fait de l'escrime pendant 10 ans, j'étais au Creps, même mon lycée, je l'ai fait en... Comment on appelle ça? Le matin, j'avais cours, l'après-midi, j'allais au Creps. J'oublie comment on appelle ça. C'est quoi, c'est sport-études, c'est ça? Sport-études, okay. Voilà, exactement. Donc non, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le sport. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la gym. T'as fait combien d'années de tennis? Non, ça se compte pas en années. Chaque été, on jouait au tennis avec mes frères. Quand je dis j'ai fait du tennis, j'étais pas licenciée dans un club. Ouais. Mais j'ai toujours pratiqué un petit peu, pas mal de sport, quoi. Ok. Et donc l'escrime, tu arrêtes vers quel âge? Tu me disais 18 ans, au moment de partir, faire mes études. Fallait que je choisisse, en fait. Disons que ma mère m'a toujours supportée dans tout ce que je faisais. Et mon père, il était très carré au niveau des études. Prof de maths, les études, c'est le plus important. Tu étais studieuse, toi, ou pas? Oui, très. Ah oui, au collège, c'était 17 de moyenne. De toute façon, si j'avais pas 17 de moyenne minimum... tous les extras à côté, avec mon père, c'était compliqué. Donc, jusqu'en 3e, j'avais 17. Après, en seconde, j'ai eu 15. Alors là, c'était la catastrophe pour mon père. 15 de moyenne, c'était... Oh là, je file un mauvais coton, tu vois. Donc, non, compliqué.
Mon père, il y avait beaucoup de déplacements. L'escrime de haut niveau, tu fais quand même pas mal de déplacements. Dans l'année, on devait aller peut-être 3 fois en France. Il y avait aussi des championnats panaméricains, centra-américains. On allait en Colombie, on voyageait pas mal. Et mon père ne supportait pas ça. Donc, parce que j'avais beaucoup de retard à rattraper. Encore au collège, ça reste un peu facile à rattraper quand tu as des bonnes bases et que tu es un bon élève. Au lycée, quand tu es en S, enfin maintenant ça n'existe plus les spécialités, mais j'étais en première S puis terminale S. Donc tu rates une semaine de maths ou une semaine de bio, une semaine de physique, c'est pas la même chose. Pour rattraper, c'est compliqué. Donc mon père était pas d'accord avec ça. J'ai choisi les études, quoi. Donc beaucoup de déplacements par rapport à l'escrime. Tu étais plutôt bonne dedans, pas trop. J'avais un bon niveau, ouais. Oui, j'avais un bon niveau. Ouais. En local, tu te situais comment? Non, mais tu vois ça, on parle de choses en privé et tu veux quoi? Tu cherches à me faire dire des choses. Non, j'avais un bon niveau. J'avais un très bon niveau. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. J'avais un très bon niveau. J'aurais pu avoir atteindre les mêmes choses que Enzo Lefort, Isaura Tibus, Yannick Borel. C'était la même clique. On était très amis à cette époque-là. Enzo et Isaura étaient un peu plus jeunes que nous. Ouais. Et Yannick, par exemple, était dans ma classe au lycée. Okay. On a fait sport-études ensemble. Donc, on avait cours le matin ensemble. Et l'après-midi, on allait au Crêpes ensemble. Donc, ouais, j'avais le même niveau qu'eux, en fait. Et je pense qu'à cette époque-là, l'escrime en Guadeloupe, c'est les débuts. J'ai pas envie de te dire des bêtises. Quand tu démarres, en tout cas, c'est un sport qui n'est pas très développé chez nous. Mais il y avait déjà Laura Flessel qui était très connue. Hein, donc, mine de rien, j'avais pas le sentiment que c'était le début. Il y avait les frères martiniquais, qui étaient aussi très, très bons. Donc, non, c'était pas forcément le début, mais c'est vrai qu'on a eu un bon cru. Nous, on a eu un bon cru avec Yannick, avec Enzo, Isaura, et j'en passe. Il y en a d'autres, hein, dont je ne me souviens plus du nom là tout de suite, mais il y en a pas mal. Et comment tu vois, toi, l'évolution en termes de notoriété de l'escrime à l'époque et aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu... Je sais pas, je saurais pas te dire, tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc, c'est complètement différent en termes de visibilité, de popularité, de communication, ça n'a rien à voir, tu vois. Nous, on connaissait les grands athlètes si jamais on les voyait dans les journaux. Dans les médias, etc. Là, maintenant, c'est plus facile sur Instagram, sur Twitter, de les suivre et de suivre leur parcours. Donc, je saurais pas te dire si c'est plus médiatisé aujourd'hui qu'à l'époque, je sais pas. Ok, donc 18 ans, tu pars. Ouais. Pour faire tes études. Tu vises quoi à ce moment-là? Tu pars faire quoi comme études? Alors, à la base, je voulais faire des études de journalisme. Donc très tôt quand même, tu as su que oui, très tôt. Très tôt, je voulais faire des études de journalisme. Mais, comme j'ai eu mon bac à 17 ans, mes parents ne voulaient pas que je parte en France. Donc, légalement, ils avaient le droit de m'empêcher. J'étais très triste, mais légalement, ils avaient le droit. Donc, du coup, j'ai fait 1 an à Fouillol, de droit. Classique. Et une fois que j'ai eu 18 ans, j'ai dit, les gars, ciao, merci pour tout. Et je suis partie à Paris, mais mon père m'a toujours inculqué quelque chose, c'est finis ce que tu as commencé. Ma mère aussi, d'ailleurs. Je dis mon père, mais ma mère aussi. Finis ce que tu as commencé, ça te servira toujours, même si tu penses que finalement, c'est pas ce dont tu as envie. Va au bout. Donc, j'avais commencé le droit, j'ai terminé, j'ai eu ma licence de droit et sciences politiques, je l'ai eu avec mention. Mais une fois que j'ai eu ma licence, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et je suis revenue à l'idée du journalisme. Que mes parents n'ont pas vraiment soutenu dans le sens où financièrement, ils n'étaient pas prêts à suivre. Moi, ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux. Mais financièrement, on ne peut pas. Ma mère était au chômage, mon père était prof. Donc, en termes de finances, c'était pas l'idéal. Donc, je me suis dit, je suis assez mature pour faire un prêt étudiant. C'est flippant, quand même. 18 ans? Non, pas 18 ans, parce que comme j'ai fini ma licence, j'avais 20 ans, du coup. Ok. Ça reste flippant. Oui. À 20 ans, de faire son prêt, un prêt c'est 6 000 € l'année. Donc, j'ai pris 20 000, j'ai pris un petit peu plus. 20 000 €, sachant que tu sais qu'une fois que les 3 ans sont terminés, tu commences à rembourser tout de suite. Ouais. Et c'est pas mes parents qui allaient rembourser. Donc, j'ai quand même fait mon prêt. Et voilà, je me suis lancée, je me suis inscrite à une école. Enfin, j'ai passé le concours quand même. C'est pas aussi facile que ça. J'ai dû passer un concours. Et voilà, je suis rentrée en école de journalisme. Qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans le journalisme, le fait d'être journaliste?
Ben, la télé, je savais que je voulais être journaliste télé, pas radio, pas presse écrite. Même si j'adore écrire. Honnêtement, j'ai fait aussi de la presse écrite, plutôt web, mais j'ai écrit pas mal d'articles. Mais c'est plus la télé qui m'attirait dès le départ. Je suis pas quelqu'un de conventionnel. Je me suis jamais imaginée dans un bureau du matin au soir. Impossible. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait pencher, parce que mine de rien, je fais un raccourci et j'en parle rapidement comme ça. Mais à la fin de ma licence, je me posais quand même des questions. À la base, j'avais envie d'être notaire, peut-être juge pour enfants, procureur de la République. Tu te poses des questions, en fait. Et je me suis dit, ouais, mais attends. Si c'est pour être dans un bureau et étudier la jurisprudence toute la journée, Virginie, tu te connais, ça va te saouler. Tu vas pas aimer. Alors que le journaliste, ça bouge, en fait. Ça bouge, ça voyage, ça envoyé spécial, tu peux présenter, tu peux faire plein de choses. Donc c'est ça surtout qui m'a attirée, c'est la pluralité, c'est tout ce que tu peux faire dans ce métier-là, en fait. J'ai cru comprendre que tu étais... qu'il y avait un monsieur qui t'inspirait beaucoup, Harry Oselmack. Oui, c'est mon gars sûr. Est-ce que déjà à cette époque-là, parce que j'ai pas d'idée des dates, c'est quelqu'un que tu avais comme modèle? Alors Harry, déjà, il y avait très peu de noirs à la télé. Il y en avait quasiment pas, en fait. Donc Harry, oui, j'étais très impressionnée. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand j'étais en stage à C'est à vous, sur France 5. Et il était venu comme invité parce qu'il avait fait une tribune contre le racisme, je sais plus quel événement qui avait fait polémique. Il avait fait une tribune et du coup, il avait été invité. Et je suis tout de suite allée le voir. J'ai dit, Harry, moi aussi, je suis antillaise et tout. Au début, il était en mode, oui, bon, d'accord. Mais j'insistais, j'étais là, non, mais il faut qu'on discute, faut qu'on parle, etc. Et de fil en aiguille, il m'a dit, bon, ok, vas-y, on va discuter. Tiens, je te donne rendez-vous, machin, on va se voir, on va prendre le temps, on va discuter, etc. Et en fait, il a tout de suite vu, que j'étais une tête brûlée. Déjà, tu l'abordes comme ça. Que j'avais peur de rien et que j'étais hyper passionnée. Et lui, il adore ça. Donc, du coup, il m'a dit, bon, vas-y, je vais t'aider. Il m'a donné plein de contacts. Il a essayé de... Ouais, il m'a toujours poussé, il m'a toujours écouté, il m'a toujours orienté, il m'a toujours conseillé. Et il y a une vraie belle relation d'amitié qui est née de ça, quoi. Je crois que je sais plus c'était où. Je sais qu'il y a un post où j'ai vu un commentaire de lui et je me suis dit, ouais, vous êtes vraiment proches. On sent qu'il y a une amitié. Ah, mais moi, Harry, je vais chez lui, il vient à la maison. Enfin, on est très proches, ouais. C'est vraiment un très, très, très bon ami, ouais. Ok. Donc, du coup, tu démarres le journalisme, je crois, en 2010. Tu me dis si je me trompe sur les dates. Mais moi, j'en sais rien. Israël. Tu me demandes de calculer, où là? Je crois en Israël. Israël, c'était un stage. C'était un stage, je sais plus en quelle année. Mais c'était un stage. Ça n'a pas d'importance. C'était la même année où j'ai fait mon stage à Guadeloupe première, donc les gens iront chercher. Hein. Mais je me rappelle plus. Mais oui, j'ai fait Israël. Bangkok après, je crois, ou avant, je sais plus trop. Après. En gros, j'ai fait Israël, Guadeloupe première, Thaïlande, Bangkok, le grand journal de Canal+, celui de Deniso, je précise toujours parce que pour moi c'est le seul et unique qui existe et qui était excellent. Et C'est à vous. Dans l'ordre, c'est les stages que j'ai fait. Après, bon, c'est vrai que j'ai pas tous les noms en tête, mais quand je vois la diversité de tout ce que tu as fait, j'ai l'impression que ça fait énormément d'années que tu es dedans. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait longtemps. J'ai 34 ans, donc je vais te dire, je suis rentrée à BFM à 24 ans. Donc il y a 10 ans. Donc, ouais, mais si on compte tout ce que j'ai fait avant, je dirais 12 ans. Tu as pas mal bougé, du coup, tu as vu... 12 ans à peu près que je suis dans le métier, ouais. Tu as vu pas mal de choses. Comment, toi, ton expérience a évolué au cours de toutes ces expériences que tu as eues dans le journalisme? C'est-à-dire, je suis fatiguée, formule bien ta question. Parce que là, elle est complexe. C'est-à-dire... Alors, on va faire plus simple. Donc, Bangkok, il y a tous ces stages-là que tu fais. Tu arrives à BFM. Moi, j'ai l'impression de ce que j'ai lu, les petites infos que j'ai eues, que c'est là que tu peux, on va dire, lancer véritablement ta carrière, puisque sur certains événements, c'est toi qui étais la première sur le terrain, et tu as eu des images qui ont été vues à l'international. Oui, alors, BFM, on va dire que c'était ma première grosse expérience, dans le sens où c'était mon premier CDI, en fait. Je suis arrivée, tout le reste, c'était des stages. Même si c'est 3-4 mois de stage, t'as le temps quand même de mettre bien le pied dans une entreprise, mais c'est pas tout à fait pareil. BFM, c'était une alternance.
qui s'est transformé en CDI. Ils m'ont tout de suite gardé derrière. J'étais un bébé BFM, en fait. Je suis arrivée, ils m'ont gardé, j'ai fait 5 ans là-bas. C'était... c'est très enrichissant, BFM TV, pour un jeune journaliste, dans le sens où c'est une machine, c'est une usine. Et donc, dès que tu arrives, déjà, il faut que tu sois fonctionnel, il faut que tu sois efficace, il faut que tu sois rapide, il faut que tu comprennes vite. Et même si tu es très jeune, on t'envoie rapidement sur des gros sujets. Ouais. Sur des très gros sujets. Donc, pour te former, c'est vraiment bien. Maintenant, psychologiquement, c'est une certaine charge. J'ai tendance à dire, en général, c'est pas la première fois que j'utilise cette formule, mais c'est vrai, et on se le disait beaucoup entre nous, entre collègues, 1 an à BFM, c'est 3 ans dans la vraie vie. C'est l'équivalent de 3 ans dans la vraie vie. C'est tellement tout le temps. C'est du 24/24. T'es très souvent d'astreinte le soir. Ça veut dire que tu fais ta journée normale, disons, je sais pas. Il y a plusieurs shifts. Tu peux faire une semaine où tu fais du 8h-16h. Évidemment, tu finis jamais à l'heure. Voilà. On ne compte pas nos heures, on est journaliste, métier passion, tout ça, tout ça. C'était soit 8h-15h, pardon. 9h-16h, midi 19h, 14h-21h, 15h-22h et 16h-23h. Voilà, c'était tous les shifts qui étaient possibles. Et tu savais à l'avance que cette semaine-là, tu allais faire ce shift-là, etc. Mais au-delà de ton shift, tu avais l'astreinte du soir. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose pendant la nuit, c'est toi qu'on appelle. Tu sors de chez toi et tu vas sur le terrain. À n'importe quelle heure. Et je peux te dire que mes astreintes ont été beaucoup déclenchées. Donc, t'es tout le temps. Mon appartement à Paris était devenu un lieu de passage. C'était devenu un lieu de passage. On ne m'invitait même plus aux anniversaires, c'était pas la peine. Parce que même si je te dis oui, dans 3 jours, je ne sais pas où je serai, en fait. C'était imprévu total. Donc c'est génial comme expérience, mais tu n'as aucune vie. Toute ta vie est déviée à cette boîte-là. Et en plus, je te dis, les mecs, ils t'appellent la veille, ou le matin, Virginie, il faut que tu partes à Lille pour combien de temps? Je sais pas. Ah ouais, mais je dois faire ma valise. On sait pas. Des fois, on se retrouvait à devoir aller dans des magasins acheter des vêtements parce qu'on avait pris pour 2 jours, mais tu te retrouves à rester 2 semaines. Ok. Ça dépend de l'actualité. Ça peut être un truc qui est traité très rapidement, comme ça peut être un truc qui prend de l'ampleur. Et typiquement, ce dont tu me parlais, où j'ai été la première sur les lieux, c'est le crash du Germanwings. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, c'est un pilote qui avait décidé de se suicider et donc qui avait emmené tout le monde avec lui, tout l'avion. Nous, on partait à la base sur un prof pédophile à Lyon. Rien à voir. Donc nous, on partait en mission sur un prof pédophile, 2 petits jours de mission, tranquille. Évidemment, quand cette info tombe qu'un pilote s'est suicidé et que l'avion s'est crashé en France, BFM appelle toutes les équipes qui sont sur le terrain, peu importe les sujets sur lesquels on était. Nous, il se trouve qu'on était à 4 heures de route. Mais on était quand même les plus près, même si on était à 4 heures de route. Donc go, on y va. Là, on a une valise pour 2 jours de reportage. On s'est retrouvés à rester 2 semaines là-bas. Dans la haute montagne, en fait. C'est pas... Il n'y avait pas de centres commerciaux, il n'y avait pas de... Tu te débrouilles, en fait. Donc, on est arrivés, nous, on était les premiers. Il n'y avait pas d'autres caméras, il n'y avait pas d'autres journalistes, personne. Moi, je commençais à discuter un peu avec les villageois. Je leur dis, ça s'est passé où, machin. Moi, j'étais à la caméra à cette époque-là. Je n'étais pas encore envoyé spécial. J'étais JRI, journaliste reporter d'image. Et il y a un villageois qui me dit, je lui dis, mais c'est où le crash? Il me dit, tu vois le flanc de la montagne, là, c'est juste derrière. Je dis, ah ouais, mais c'est accessible à pied. Il me fait, ah, c'est chaud, hein? Oui, c'est accessible parce que nous, on connaît, mais il n'y a pas de chemin, c'est pas tracé, c'est pas fait pour les amateurs, quoi. Je dis, ah ouais, mais il y a moyen d'y aller? Il me dit, ah, moi, j'ai un match de hockey à 17h, je sais pas quoi, bref. Il avait sa vie, quoi, ça l'intéressait pas. Je travaille. Je dis, non, mais franchement, on y va, mais vite fait. Il me dit, ok, je t'emmène, je te ramène pas. Moi, complètement folle. Tu dis oui. Mais il n'y a pas de souci. Je vais retourner toute seule. D'ailleurs, ça, c'est encore une autre histoire. J'ai failli me perdre, j'ai failli mourir, enfin bref. Donc, mais moi, j'y vais. Je fonce. Le gars me dit, ok. Je dis, mais attends, tu rigoles, j'y vais. On y va. Et puis, plus on y va, plus je me dis, ouais, le gars ne rigolait pas, en fait. La neige m'arrivait là, à hauteur, au-dessus des genoux. Il n'y a aucun chemin. Le truc, la montagne, elle est comme ça. Donc, tu vois un peu le vide. Ouais. J'ai dit, mais en fait, c'est moi qui vais faire les faits divers, là. C'est complètement débile, ce que je fais. Et le tout avec ta caméra. Le tout avec ma caméra.
Sachant que BFM, sur le coup, la reporter avec qui j'étais, l'envoyée spéciale, elle m'avait dit n'y va pas. Elle m'a dit franchement Virginie, c'est trop risqué, n'y va pas. Moi, j'avais appelé mes chefs. J'avais dit les gars, moi j'ai ça. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Sachant qu'on n'était pas sûr de ce qu'on allait trouver. Hein. Le gars m'a dit ça, mais moi je sais pas qui est ce mec. C'est peut-être un illuminé, c'est peut-être. Ils m'ont dit vas-y Banco, tu y vas, mais tu pars avec le pied de la caméra. J'ai dit par contre vous êtes mignon. Mais en fait non. Donc je suis pas partie avec le pied de la caméra. Je suis allée que avec la caméra à l'épaule, mais le mec a été tellement sympa que c'est lui qui la portait, tu vois. Donc on a marché 1h30, 2h à peu près. Et là on arrive et le mec me dit bah c'est là. Je dis bah c'est là quoi, je vois rien. Il me dit bah c'est là. Mais j'ai aucune preuve. Mais le truc c'est que l'avion il avait été pulvérisé en fait. Donc il n'y avait pas de morceaux d'avion vraiment, tu vois. Je dis waouh, mais dans quoi je me suis fichu? Je peux pas filmer un truc au pif, tu vois. J'ai quand même t'as une éthique quoi. Tu peux pas filmer un truc et dire ouais c'est là. Finalement je décide de rebrousser chemin. Je dis bon ben tant pis, je pars quoi. Comme par hasard à ce moment-là je vois les hélicos qui passent mais vraiment mais au-dessus de moi mais limite qui me frôlent en fait. Et les mecs commencent à être élitreillés, les gendarmes et tout. Et là je zoome à fond avec la caméra et on les voit soulever des tout petits morceaux d'avion. Et c'est ces images-là que j'ai pu envoyer et que personne d'autre n'a filmé parce que personne ne pouvait savoir que c'était là, en fait. Même les gendarmes, ils étaient choqués. Et quand ils ont su, après, que BFM avait tourné des images, ils ont fermé tous les accès. Donc, aucune autre chaîne n'a pu avoir Donc, c'était les seules images? C'était les seules images. Elles ont été vendues au monde entier. J'ai été interviewée par les Chinois, les Américains, les Anglais. C'était les seules images. Et en fait, pendant que je filmais, le mec m'a dit « Bon, moi, par contre, j'ai mon match de hockey, hein, j'y vais. » Je dis ouais, vas-y. Sauf qu'en fait, au retour, je me suis complètement perdue. Et il commençait à faire nuit. J'étais toute seule avec ma caméra. C'est n'importe quoi. Et comment j'ai su, c'est que... Enfin, comment je me suis retrouvée, c'est que j'ai un petit sens de l'orientation quand même plutôt bien. Mais il y a un moment, nous, on était passé par la route. Et à un moment, il n'y avait plus de route. Et ça devenait de la montagne. Et à un moment, je marche dans la forêt. Il fait nuit. Je comprends pas où je suis et tout. Et au loin, mais loin, je vois des phares de voiture. Et c'est comme ça que j'ai su que la route, elle était là. Mais j'allais pas du tout dans le bon sens. Là, mais quand j'y repense, ça me donne des frissons parce que je me dis, mais j'ai fait des dingueries, en fait. Je faisais n'importe quoi. Mais parce que je réfléchissais pas. À cet âge, j'avais 25 ans. À cet âge-là, tu réfléchis pas. Si c'était à refaire, tu le referais ou pas? À 34 ans, peut-être que je le referais, mais j'irais pas tête baissée comme ça, comme je l'ai fait. À mon avis, je réfléchirais et il y a moyen que je me dise... pas sûr qu'on y aille. Ça vaut pas le coup. Il y a moyen. Mais à 25 ans, la question se posait même pas. C'était « Ah ouais, c'est là, ok, on y va. » Est-ce que ça a eu un impact, tout ce qui s'est passé en termes de médias autour de toi par rapport à ça? Déjà, BFM, je venais d'arriver à BFM en alternance. Ça faisait 3 mois ou 6 mois, je sais plus. Déjà, eux, ils se sont dit, on la garde en CDI, en fait. Elle, c'est bon, on a compris, elle sait quand elle a quelque chose dans la tête, elle l'a pas ailleurs, elle sait ce qu'elle veut. Donc oui, ça a eu un impact, forcément. Même ce jour-là, il y avait une guéguerre entre BFM et iTélé. Maintenant, ça s'appelle plus iTélé, ça s'appelle comment? Ça s'appelle CNews. À l'époque, ça s'appelait iTélé. Il y avait une guéguerre entre les deux. Et le petit journal de Yann Barthès, ils avaient décidé de suivre les deux rédactions. Donc, mettre une caméra à BFM et mettre une caméra à iTélé pour faire une compétition entre les deux. Mais ils ne savaient pas du tout que, comme par hasard, ça allait tomber le jour du crash de Germanwings. Quand tu veux tourner dans une rédaction, tu fais des demandes d'autorisation de tournage longtemps en avance. Donc, ils étaient là ce jour-là. Et comme par hasard, il y a eu ça. Et ils ont filmé le moment où j'appelle les chefs. Et en fait, le chef, il a mis haut-parleur pour les autres chefs. Et on entend ma voix qui dit « Bon, les gars, voilà, moi, il y a un mec qui m'a dit, il peut m'emmener, j'y vais ou j'y vais pas ?» Et ils disent « Allez, vas-y. » Et en face, t'as iTélé qui se concertent comme ça autour de la table et qui disent « On envoie quelqu'un ou pas ?» Et ils disent « Non, c'est trop dangereux, c'est de la haute montagne et tout. » Et là, il y a un silence radio. Et t'as un chef qui dit, 5 secondes après, t'as un chef qui dit « Ok, mais BFM, ils vont y aller. C'est sûr que BFM, ils vont y aller. » Et là, la transition du petit journal, dans leur reportage, tout de suite après, c'était les images. Et donc, c'était un truc de fou. Donc, tout le monde en parlait, tout le monde a dit « Mais waouh, c'est incroyable !» Donc, oui, ça a eu un impact, ouais.
Et là, tu es Clairement. mentionné, cité, etc. Ah ben oui. Et papa et maman, Même ils tous disent les quoi? journalistes de quotidien, du petit journal, Ouais. de tout le monde. Tout le monde disait, mais c'est toi qui allais dans les montagnes, c'est toi. Dès que je les croisais sur le terrain, ah, c'est elle, machin. Ouais, non, franchement, oui. Tes parents, ils réagissent comment à ça? Ma mère était encore là. Oui, ma mère était encore là. Bah, elle, je sais pas, elle a dû rigoler, je sais pas. Ma mère, de toute façon, elle me suivait dans tous mes délires, donc elle était super fière de moi. Elle était vraiment super fière de moi. Mon père, on n'en a pas. Enfin, j'ai pas de souvenir en fait. J'ai pas de souvenir d'en avoir parlé avec mes parents, donc je pourrais pas te dire comment ils ont réagi. J'imagine qu'ils étaient contents. Enfin, je sais pas. Peut-être apeuré aussi, puisque quand on voit la prise de risque. Bah oui, mais bon, ma mère, elle connaît, c'est bon. Elle a l'habitude. J'ai déjà fait plein de trucs. En Thaïlande, je me suis enfermée dehors de chez moi à 4h du matin. J'ai dû trouver une solution. Enfin, elle sait que on m'appelle MacGyver, moi. Donc, elle sait que je suis une tête brûlée. Voilà. Elle le sait. Quand je l'ai appelée pour lui dire je veux partir en stage en Israël, elle m'a dit ben ok, pars en stage en Israël. Alors que mon père, c'était non, c'est hors de question, ça va pas, c'est des pays en guerre, tu te rends pas compte, machin. Donc, ma devise, c'est va où tu veux, meurs où tu dois. Si tu dois mourir quelque part, quelle que soit la façon dont tu dois mourir, tu mourras en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis jamais posé la question. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait des choses très très dangereuses que je referai peut-être pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'au départ, tu voulais être journaliste de guerre. Ouais, je voulais être reporter de guerre, ouais. Ouais. Ben, j'avais envie de montrer l'atrocité des choses. J'avais pas envie qu'on me les raconte. J'avais envie, moi, de les voir de mes yeux et de les raconter... de la façon dont je les aurais vus. C'était vraiment ce que je voulais faire. Pourquoi? Pour sensibiliser les gens à ce qui se passe vraiment sur le terrain? Ouais. Oui, parce que on a tendance à éviter un peu les informations lourdes, très très négatives. Et on a tendance à savoir que ça existe dans le monde. Il y a plein de choses, on sait que ça existe, mais nous, on est dans notre petit confort occidental et on continue à vivre, quoi. Et moi, j'avais besoin de voir de mes yeux ce qui se passait. C'est pas pour rien que j'ai choisi mon stage en Israël aussi. Parce que j'avais besoin d'aller voir. Je suis allée en territoire palestinien. Je suis allée voir de mes yeux qu'est-ce qui se passait là-bas, en fait. Qu'est-ce qui t'a marqué? S'il y a une chose en particulier qui t'a vraiment peut-être chamboulé là-bas, c'était quoi? Ben déjà, le racisme envers les falachas, c'est les juifs d'origine éthiopienne. Parce que moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de solidarité en Israël entre tous les juifs. J'ai vu comment ils étaient traités. Et ouais, ça m'a quand même assez bouleversée. Et dans les territoires palestiniens, ben, c'est une pauvreté incroyable. Et en même temps, il y avait une espèce de paradoxe entre une gentillesse incroyable, parce qu'ils ne voient jamais de touristes. Déjà, nous, on ne voulait pas nous laisser passer. Il y a eu au moins 3 checkpoints avant de nous laisser accéder à Ramallah. Et à chaque fois, ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Qu'est-ce que vous allez faire là? Qu'est-ce que vous allez faire là? Et ils nous disaient, il n'y a rien à voir là. Il n'y a rien à voir, n'y allez pas et tout. Mais moi, je voulais quand même y aller. J'étais avec une collègue. Je voulais quand même y aller. Et en fait, c'était une pauvreté incroyable. Et surtout, dans toute la ville, t'avais des fanions comme ça avec les martyrs. Donc, tous les mecs qui s'étaient suicidés, qui s'étaient fait sauter, attentat suicide, machin. Et t'avais les mecs célébrés comme ça dans toute la ville. Ce qui est assez choquant quand c'est pas ta culture et que... C'est assez choquant sur le coup. Tu sais que ces gens-là sont morts en tuant des gens, et tu vois. Et en même temps, les mecs étaient tellement gentils, accueillants. Enfin, c'est assez déstabilisant quand même. Mmh. C'est hyper déstabilisant de voir les territoires occupés aussi. De voir que l'esclavage existe encore, en fait. On pense que non, mais si, ça existe. Donc, c'est des choses difficiles, ouais. Tu nous as parlé d'un stage en off, commando. Tu peux nous en parler ou pas? Oui. Oui. Pourquoi ce choix déjà? Ben, moi, comme je savais que j'avais envie d'être reporter de guerre,
Je voulais savoir comment ça se passait véritablement. Alors, c'est le Centre national d'entraînement commando de l'armée française qui propose à tous les médias un stage par an, un stage commando pour les journalistes qui sont susceptibles d'aller sur les terrains compliqués. Donc moi, j'ai postulé. Il y a très peu de place. Chaque année, j'ai postulé. Chaque année, j'allais dans le bureau du directeur. Je veux faire ce stage. Je veux. Et donc, en fait, je l'ai fait. Et ouais, c'est un stage psychologiquement qui est dur, en fait. Parce que c'est pas juste... on est là avec nos petits carnets et on écrit. Non, pas du tout. En fait, tu viens avec pas grand-chose. Dès le départ, on te prend tes affaires personnelles, donc tes sacs à main, machin. T'as ton sac de couchage. Et on dormait très peu le soir. On avait des activités toute la journée, mais c'était pas des activités genre... non. Sport. C'était... on allait sur des zones un peu reculées pour tirer avec des vraies armes. De la plus petite à la plus grosse. J'ai pas le nom des armes, mais il y avait même des armes où on devait être couché par terre, tenir le truc comme ça, et on tirait vraiment. Donc, mais c'était en pleine forêt, c'était une zone reculée, il y avait aucun danger. L'armée, c'est là où ils s'entraînent, quoi. Il y avait quoi d'autre comme activité? Il y avait des activités d'orientation, t'avais juste une boussole, on te perdait en forêt, fallait te retrouver. Bref, tout ça, ça durait jusqu'à 2h du matin. Après, on allait se coucher en plein air, en janvier, en hiver, en France. Voilà, je précise. Et à 4h du matin, grenade assourdissante comme si on était attaqué. Donc tu réveilles en sursaut, tu comprends pas ce qui t'arrive, machin. Premier jour, hein, on vient d'arriver. Hein. Là, tu renchaînes sur une journée, etc., etc. On nous apprenait aussi où est-ce qu'il faut se placer derrière une voiture si jamais tu commences on te tire dessus. Sachez qu'il faut jamais se mettre derrière les portières, ça sert à rien. C'est comme des feuilles de papier. C'est les roues ou le moteur. C'est tout. Tout le reste, c'est mort. C'est pas la peine. Donc, plein de choses comme ça. C'était à la fois de la théorie et ensuite de la pratique. Mais la pratique, ils nous prévenaient jamais. C'est quand on allait d'un endroit à l'autre en voiture, bam, d'un coup, on se faisait tirer dessus, machin, hop, fallait tout de suite improviser. Ils nous disaient pas, bon, alors maintenant, on va passer à la pratique. C'est des vrais militaires et en plus, ils aiment pas trop les journalistes, donc je peux te dire, ils nous ménageaient pas, quoi. Ou ils nous apprenaient comment passer des checkpoints. Parce que dans les zones de guerre, y a beaucoup de checkpoints. La plupart du temps, c'est des soldats alcoolisés, drogués, qui veulent de l'argent ou qui veulent te kidnapper pour te vendre à un organisme terroriste. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ça s'est terminé tranquillement par une petite prise d'otage de 8 heures. Au calme. Absolument horrible. Où t'as pas dormi pendant une semaine, tu sais. En fait, au bout d'un moment, le manque de sommeil, de nutrition, parce qu'on mangeait pas non plus plus que ça, t'es désorienté. T'es fatigué, t'es désorienté, tu sais plus vraiment si c'est la réalité, si c'est la fiction, si... Et quand ils nous ont fait la prise d'otage, c'était en pleine nuit, il était 3h du matin, on était dans un bus, on était censé rentrer au camp. Et là, ils nous ont dit, c'est bon, vous êtes pris en otage et tout. Ils nous ont retiré les doudounes, les chaussures. Donc, on s'est retrouvés en plein hiver, pieds nus, en t-shirt, quoi. Pull ou t-shirt. Et yeux bandés, mains ligotées dans le dos. Et on roule pendant 1 heure. Ils nous emmènent dans un lieu, tu vois rien. Et c'est même pas la peine d'essayer de... C'est comme si c'était une vraie prise d'otage. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de retirer tes trucs, essayer de voir un truc, machin. Ils faisaient des simulacres d'exécution aussi. Si t'avais des mecs qui essayaient de retirer leur corde, ils les emmenaient derrière et ils tiraient, quoi. Et c'était bien fait. C'était vraiment bien fait. Et ça a duré 8 heures. Ça s'est terminé sur un bateau. Il y a un mec qui a eu tellement peur qu'il a sauté du bateau. Yeux bandés, ligotés dans la nuit. Ils ont flippé, les militaires. Ils ont dû plonger pour le récupérer. Ils ont dit, mais t'es complètement con. C'est la... Eh oh, pourquoi tu sautes? On va rien te faire. Sauf que le mec, il avait tellement... Pendant plusieurs jours, le mental, il lâche, en fait. Une semaine, en fait. Le mec a cru vraiment que sa vie était en danger. Il savait pas... On est sur un bateau, on sait même pas où on nous emmène. On sait même pas si finalement on est vraiment avec l'armée française, en fait. On se dit, mais on est où? On est avec qui? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je te jure, j'ai flippé. Et en plus, alors pourquoi? C'est important, j'ai précisé que dès le départ, dès le premier jour,
Ils nous ont pris nos sacs. Le jour de la prise d'otage, enfin la nuit de la prise d'otage, ils nous prennent un par un. Déjà, bien sûr, ils nous isolent. Hein. C'est pas genre on est en groupe, ouh ouais, toi ça va, machin. Non, non. Ensemble, ouais, c'est chacun de son côté. Ils nous isolent dans des pièces. C'était une espèce de château perdu dans la forêt, avec pendant des heures et des heures des bruits, des audios d'enfants qui crient, de femmes qui sont à l'agonie, de gens qui meurent, quoi, très clairement, et des odeurs de pourriture. C'était du poisson qu'ils avaient laissé pourrir pendant des mois et des mois. C'est de la torture mentale, en fait. Et après, ils t'emmènent dans une salle d'interrogatoire avec de la lumière sur toi. Donc toi, tu vois que des ombres, tu vois qu'ils sont 20, toi, t'es tout seul. Et là, ils commencent à t'interroger, ils te disent, ouais, tu travailles pour qui, machin, nanana. Donc toi, t'es là, je sais pas, enfin, je suis journaliste, quoi. Ils disent, non, non. Et moi, ils me disent, t'es déjà allé en Israël? Je dis, non, jamais. T'es jamais allé en Israël? Je dis, non, non, jamais. Et là, les mecs te sortent une photo imprimée. Bam! Une photo de moi en Israël. Ils disent, donc t'es jamais allé en Israël? Tu travailles pour qui? Tu travailles pour le Mossad? Tu machin, tu truc. Les mecs, ils ont étudié tout tes Facebook. Ils ont tout regardé. Ils ont sorti une photo de ma maman. J'avais une photo d'identité de ma maman dans mon porte-monnaie. Ils m'ont sorti la photo. Ils m'ont dit, si tu nous dis pas ce qu'on veut, regarde, on sait où elle habite. Ils m'ont donné l'adresse de ma mère. Non, mais c'est des ouf. Après, c'est les militaires et c'est leur taf. Mais c'était un truc... En fait, c'était... Ils rentrent dans ta tête. C'était une dinguerie. Enfin, bref, pourquoi on parle de ça? Tu ressens comment de cette expérience? Ouais, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça me fait bizarre d'en reparler parce que c'est vrai que j'en avais jamais reparlé. Mais sur le coup, j'étais très contente de l'avoir fait. Parce que c'est des choses à savoir. Ça va pas forcément te sauver la vie. C'est ce qu'ils nous disaient toujours. Ça va pas te sauver la vie en terrain de guerre. Mais ça va réduire tes chances de mourir. Voilà. Parce que t'as des armes. Tu sais quoi répondre si on te pose ce genre de questions. Tu sais ce qu'ils vont chercher à savoir. Tu sais comment te protéger. Tu sais comment faire un garrot. Parce qu'ils nous ont appris les techniques de premiers soins aussi. Ouais, tu ressors de là. T'as quand même pas mal d'infos sur comment t'en sortir sur ce genre de terrain, quoi. Et après, un peu plus gai, tu changes carrément de cadre. Tu passes donc journaliste sport. Ouais. Tu switches carrément. Pourquoi? Envie de changer, de voir autre chose? Oui, BFM, j'avais fait le tour. J'avais plus envie de rester. Pour diverses raisons. Voilà, qui me sont propres. J'avais plus envie de rester. Et quand j'ai quitté BFM, je voulais faire que du positif. Et dans ces cas-là, t'as le cinéma, la musique, le sport. Donc, j'aimais un peu tous ces domaines-là, mais le sport plus particulièrement. Donc, j'ai postulé et c'était une question de timing. L'équipe cherchait à ce moment-là quelqu'un pour présenter le journal des sports. Parce que c'est une nouvelle rubrique qu'ils avaient mis en place pendant le Covid. Et donc, du coup, je suis arrivée au bon moment, quoi. Qu'est-ce que ça a fait de rencontrer, puisque tu es passionné de sport, passionné de foot, passionné de l'équipe de Lyon, de rencontrer finalement peut-être des gens qui sont tes idoles. Moi, en fait, je suis ton Insta et je kiffe parce que je te vois avec des Karim Benzema, tous les gens que moi, j'aurais aimé ne serait-ce que voir passer devant moi. Toi, tu les côtoies. Et tu sais, j'ai Alexandre Lacazette, que moi, j'ai croisé une fois sur Paris, dans un lieu totalement improbable, Place Monge, où ils font des sortes de grosses crêpes et tout. Il était derrière moi. Mais en fait, pour moi, c'était tellement improbable que je l'ai regardé. Je me suis dit, putain, il ressemble trop à Alexandre. Mais je l'ai jamais check. Et en fait, c'était vraiment lui. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Rien. En fait, non. Pour être plus précise, quand tu fais ce métier-là, au début, c'est un peu impressionnant. À BFM, c'était plutôt les politiques qui m'impressionnaient. Sarkozy, Macron, même Marine Le Pen. Tu sais, c'est toujours impressionnant, c'est des figures. Mais à force, au fur et à mesure, quand tu comprends que c'est toi qui dois interviewer la personne, donc tu peux pas être en position de personne qui est impressionnée, et bien en fait, tu prends le dessus et tu finis par te dire que c'est des gens normaux. Et donc, ça ne me fait absolument rien. Enfin, en tout cas, j'ai pas ce rapport de fan. J'ai pas ce rapport de... Waouh, pas du tout. Pas du tout. Je reste très professionnelle et ça fait plaisir, évidemment, quand tu vois des
des joueurs que tu apprécies, Thierry tu leur dis, Henry. tu vois. Moi, je leur dis, les gars. Mais moi, je les traite d'égal à égal. C'est pour ça qu'il y en a pas mal dont je suis proche et avec qui je m'entends très bien. C'est que j'ai pas ce rapport-là avec eux. Moi, je les traite d'égal à égal. On se parle normalement. Et ouais, je suis ni fan. Je les prends pas de haut non plus. Je leur parle tranquille, quoi. Moi, j'ai l'impression que t'as fait ta place. Je te vois super à l'aise. Tu échanges avec eux, vous vous vannez. Enfin, on sent que c'est bon enfant. Est-ce que ça a été peut-être dur, en tant que femme, peut-être de rentrer dans ce milieu-là? À l'équipe? Enfin, à l'équipe, Oui. à l'équipe où... Ah oui, mais ils le savent. Hein. La première année a été très compliquée. J'ai voulu arrêter plusieurs fois. Parce qu'à la fois, il faut faire ta place en tant que femme au milieu d'hommes. Et ensuite, il faut faire ta place en tant que... Faut gagner en légitimité. Faut que les gens puissent se dire, elle est là parce qu'elle est solide et qu'elle a des vraies infos. Elle maîtrise Elle son n'est pas sujet. juste là parce que c'est une fille mignonne, comme, tu vois, les mannequins ou les modèles que tu peux mettre dans les salons automobiles. Tu vois, on aurait pu se dire, bon, ben, sur un plateau de télé pour parler de sport, bon, on met une belle femme et puis voilà. Donc, c'était un peu... Et puis, il y a eu aussi le côté intégration dans une nouvelle rédaction entourée de gens que je ne connais pas. Donc, c'était plusieurs choses à gérer comme ça. La première année, là, il battait molle. Franchement, c'était compliqué. Mais j'ai toujours eu le soutien des téléspectateurs. J'ai jamais eu de messages méchants. J'ai jamais eu toujours beaucoup de bienveillance. Et même de la part de mes chefs. Beaucoup de bienveillance aussi. Qui, quand j'ai fait part de mes envies d'arrêter parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, j'ai beaucoup eu le sentiment que j'étais pas légitime, que je prenais la place de quelqu'un d'autre. Ils m'ont beaucoup rassurée. Voilà, non Virginie, on t'a choisi parmi d'autres, tu as ta place, tu as tes compétences, tu as tes qualités, on sait pourquoi tu es là. Et ils m'ont beaucoup aidée, ils m'ont vraiment mise à l'aise. Et à partir de là, j'ai déroulé. Et ce qui fait aussi que je suis très pote avec... C'est une bande de copains, c'est qu'on a un rituel où après l'émission, on va toujours boire un verre, même si on finit à minuit. On va toujours boire un verre au café qui est à côté de l'équipe. Et donc, ça crée des liens, forcément. Qu'est-ce que... Enfin, tu me diras, c'est un changement du tout au tout quand tu parles de journaliste, ce que tu faisais avant au sport. Est-ce qu'il y a une chose positivement qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a une chose en particulier dans le domaine du sport qui t'a marqué? Question peut-être difficile. C'est une question trop large. Mais bon, si je dois Un souvenir répondre récemment... Pour moi, c'est une question trop large, mais si forcément, donc je vais piocher dans mes souvenirs récents, ça va être le départ de Jean-Michel Aulas, tu vois. Ça m'a marqué et je suis très contente que Amazon m'ait envoyé sur le dernier match de Lyon et pour la cérémonie d'au revoir, parce que il représentait énormément de choses pour moi. Et de l'avoir à mon micro et de pouvoir avoir ses derniers mots en tant que président de l'Olympique Lyonnais, ça a été fort pour moi, ouais. Ça m'a vraiment touchée. Mais si je dois réfléchir... C'est quelqu'un que tu côtoyais? Que tu connaissais? Pas du tout. Okay. Mais c'est mon président, quoi. Enfin, mon président. On sait. Non, mais c'est le même pour tout ce qu'il a fait pour le football français, pour... Voilà, depuis que je suis née, il est à l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est au-delà d'être un personnage, c'est une légende. Donc, moi, de l'avoir devant moi et de pouvoir lui parler... Bah, tu vois, je disais tout à l'heure que j'étais pas impressionnée. Ben là, j'étais impressionnée. Pour la première fois? Pas pour la première fois, ce serait mentir. Mais là, j'étais vraiment impressionnée. Je me cachais pas. J'étais comme une petite fille. Donc, ouais, ça m'a marqué, ouais. J'ai vu effectivement que tu avais fait, je crois, un grand post pour le remercier de tout ce qu'il avait fait. Que, ouais, j'imagine que c'était un moment assez émouvant. Moi, j'ai été marqué par une chose. C'est ta vidéo, Karim Benzema je pense qu'il partait et tu lui dis un mot et je sais plus qu'est-ce qu'il t'a répondu à ce moment-là. Est-ce qu'il t'a pas dit un mot et... Non, mais alors en fait, Karim, on se connaît. On se connaît, fibre lyonnaise, connexion, on se connaît. Et on savait qu'il allait être Ballon d'Or, puisque bon, on a les résultats avant, nous, France Football.
Et les chefs m'avaient dit... Il aime pas les journalistes, quand même. De toute façon, il s'en cache pas, donc je suis pas en train de livrer un secret d'État. Il aime pas trop répondre aux questions des journalistes. Il n'a pas beaucoup été soutenu non plus par les médias. Donc je peux comprendre une certaine amertume, mais bon. Mais mes chefs savent que je le connais. Donc, ils voulaient essayer d'avoir un petit mot de lui avant qu'il reparte à Madrid. Donc c'était à l'aéroport, à Charles de Gaulle. J'étais censée attendre là qu'il prenne son avion privé, quoi. Et en fait, il me voit au loin. Et je sais très bien que si ça avait été quelqu'un d'autre, il se serait pas arrêté. Et il me voit au loin. Mais moi dans ma tête, honnêtement, je partais du principe qu'il m'aurait pas répondu. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais poser ma question, il va pas me répondre, je ne vais pas lui... Il semblait pas partir pour répondre. Non, mais moi, voilà. Moi, j'allais pas lui en tenir rigueur, en tout cas. Tu vois, c'est pas grave. Mais il vient et au loin, il dit, ça va ou quoi, bien. Mais il le dit discrètement. Et là, j'ai dit, un mot pour... il me dit, ouais, un mot, quoi, vas-y, quoi, un mot. Tu vois, il essaie de me déstabiliser direct. Je dis, bah non, mais je sais pas. Il me dit, pose ta question, c'est quoi la question? Je dis, bah je sais pas, donne-moi tes impressions, raconte-moi. Et là, il se détend, il sourit, tu vois. Et de la soirée, il avait pas souri, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que ça a fait le buzz. C'est que là, tu le vois sourire, il répond. Je lui ai posé une question sur sa maman, son fils qui était avec lui sur scène et tout. Donc, c'est pour ça que ça a fait une belle séquence. Mais mes chefs savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que toi, tu aurais eu de toute façon quelque chose. Pas nécessairement, mais ils savaient qu'ils avaient plus de chances d'obtenir une réponse si c'était moi. Tu es aussi, de ce que j'ai vu écrit quelque part, que tu te considérais comme une journaliste engagée. Tu me diras si je me trompe. Par rapport sur quoi ? Au fait que tu as une exposition et tu te caches pas pour dire ce que tu penses. Oui, mais j'appelle pas ça engagé. Moi, c'est juste que j'ai pas de filtre. Si je pense quelque chose, je le dis, mais je ne m'exprime pas non plus sur tout et n'importe quoi. J'ai des avis sur plein de sujets, je vais pas systématiquement les donner. Donc, engagé, je trouve que c'est peut-être un peu trop fort, parce que je suis engagé sur rien du tout. J'estime que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on a une visibilité et qu'on est médiatisé qu'il faut absolument prendre la parole et s'engager. Non, chacun fait ce qu'il fait en fonction de son temps, en fonction de son énergie, en fonction de... Mais par contre, s'il y a des choses qui me font réagir, ben oui, je vais pas réfléchir et je vais réagir. Bon, des fois, il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu, mais je suis très spontanée. Voilà. Ok. On arrive déjà à la fin. On termine toujours par 2 questions. C'est triste, non ? Non, ça s'est très bien passé. Bon, ben, et donc la première de ces questions, c'est quoi pour toi la réussite ? La réussite, c'est d'être heureux, épanoui. Réussite professionnelle, hein. J'ai rien dit, c'est quoi pour toi la réussite ? Bah, pour moi, la réussite, c'est d'avoir un équilibre. Ouais, d'être heureux dans sa vie, épanoui professionnellement et trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Et avoir un entourage sain. Voilà. Et toi, aujourd'hui, tu en es où ? Tu as réussi ? Pas encore. J'ai beaucoup de mal à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Ma vie professionnelle prend beaucoup de temps. Et beaucoup de place. Et j'ai du mal à laisser de la place à autre chose. J'ai du mal à me dire faut peut-être lever le pied, faut peut-être... J'arrive pas. J'aime trop mon travail, en fait. C'est toute ma vie. Sauf que le problème, c'est que non. J'ai réalisé quand j'ai perdu ma maman que faut savoir donner du temps aussi aux petites choses qu'on finira par regretter si jamais on ne les vit pas. Donc, je suis encore dans cette recherche d'équilibre. Je suis encore dans cette recherche d'équilibre. J'espère le trouver. Du temps avec les amis, avec les proches, profiter un peu. Mais là, c'est la première fois que je viens un mois en Guadeloupe, par exemple. Avant, je venais 5 jours, c'est tout. Ça te fait du bien ? Ça me fait un bien énorme. Et je l'avais pas fait... Je le faisais plus, ça. Tu te projettes des fois sur où est-ce que tu seras peut-être dans 5, 10 ans ? Jamais. Incapable.
Je suis toujours allée là où le vent me mène. Et ça m'a toujours réussi. Je pense que la vie est faite de tellement de surprises que j'ai pas envie de me dire je serai là dans 5 ans. Je sais rien, franchement. Quand ma mère elle est partie en un claquement de doigts, si je commence à me dire je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver demain en fait. Donc non. Non. Dans 5-10 ans, j'espère que j'aurai trouvé mon équilibre. Et que j'aurai réussi. Est-ce que tu as conscience, à mon sens, c'est moi qui le dis, d'être un modèle pour peut-être des jeunes filles? Je reçois beaucoup de messages, donc c'est vrai que je prends un peu l'ampleur de ça, la teneur de ça, et j'essaye justement de faire attention aussi à ce que je montre et ce que je poste, de véhiculer des messages positifs. Mais moi, le principal message que j'essaie de donner, surtout aux Antillais, aux Antillaises, c'est d'oublier les barrières mentales, en fait. D'arrêter de se dire que parce qu'on vient d'une petite île, c'est pas fait pour nous. De se dire, non, mais de toute façon... Imagine, moi, j'étais à l'école d'Anctil. Tous mes profs, là, ils se disent, mais j'aurais jamais pensé que la petite Virginie, machin... Moi, je me suis jamais mise de barrière. Jamais. C'est pas parce qu'on vient d'un petit endroit qu'on peut pas faire de grandes choses, en fait. Pour moi, les barrières, c'est nous qui nous les mettons. Voilà. J'aurais pu ne pas réussir, mais en tout cas, je me suis jamais mise dans ma tête que je suis pas assez, ou je suis trop, ou je vais pas y arriver, ou non. C'est le métier que je voulais faire. Je me suis mise à fond. Et si ça avait pas marché, j'aurais fait autre chose. Dernière question. Tu aurais dit quoi? Ça fait 4 dernières questions quand même. Hein. C'est bien, tu as compté. Tu t'es concentré, ça veut dire. Tu dirais quoi à la Virginie qui avait 20 ans? Ce serait quoi tes mots 14 ans plus tard? Celle qui savait pas vraiment, qui a toujours aimé le journalisme, qui a fait droit, qui se demandait mais qu'est-ce que tu vas faire? Quels seraient tes mots? Wow. Entre-temps, tu as fait beaucoup de terrain, tu as fait un stage de commando, tu as fait l'équipe. Je lui dirais, profite à fond de ta maman. Voilà. Tu vois, tu me parles de travail là, mais je pense qu'à ma maman en fait. Je l'ai perdue à 27 ans. Et on pense trop que c'est acquis. Donc je lui dirais vraiment, profite. Profite. Quitte à délaisser le travail, quitte à... Profite. Je pense que c'est mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir assez profité de ma maman. Mais si ça doit être du point de vue professionnel, je pense que je lui dirais... Timal, t'es une tête brûlée, fais-toi confiance. Franchement, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu voudras faire, tu vas le faire. Donc, ne te prends pas trop la tête, ne te laisse pas distraire par les garçons, par exemple. Par exemple. Ne rentre pas dans des histoires qui ne servent à rien. T'inquiète pas, fais-toi confiance. Voilà. Bon, j'ai utilisé toutes mes cartouches de questions. Virginie, je te remercie.